Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par remercier Alexis Arcade de m'avoir associé à cette manifestation, sachant que je ne suis en aucune façon spécialiste des questions que vous allez aborder aujourd'hui, ni du droit de la fonction publique, ni du droit du travail. Alors, ce n'est pas une coquetterie, c'est parce que c'est un fait simplement, académiquement reconnu, mais il se trouve que ces questions rencontrent des thèmes sur lesquels j'ai eu effectivement l'occasion de réfléchir un peu, notamment cette fameuse question de l'opposition publique-privée. Alors cela dit, je vais partir d'un peu loin, mais c'est délibérément que je vais partir de loin, parce que je pense que l'histoire que nous vivons, les temps que nous traversons en ce moment, sont directement informés par de très vieilles histoires, précisément. C'est-à-dire par des récits mythologiques, par de l'imaginaire, dont l'opposition publique-privée est une expression ou une manifestation parmi d'autres. Je vais mobiliser deux auteurs dans le cours de mon propos. Je vais commencer par donner deux citations de l'un et de l'autre, comme ça ils vont nous accompagner tout au long de ce petit rapport introductif. C'est Alain Supiot, d'une part, qui a déjà été évoqué, et son maître, probablement le maître d'ailleurs, Pierre Legendre. Voici donc deux citations, l'une un peu plus technique, l'autre très générale, ce qui correspond en gros aux deux pôles de mon propos. Voici ce qu'écrit Alain Supiot, c'était en 1980, dans un livre qui, pour le coup, est parfaitement en phase avec l'objet de ce colloque. Un livre intitulé « Servir l'intérêt général », qui était d'ailleurs un travail collectif de recherche sur ces questions. L'opposition du privé et du public conserve dans l'esprit du grand public, c'est-à-dire des personnes privées, comme dans celui des gouvernants et même des juristes, une force apparemment irrésistible. Lieu de stéréotypes socialement efficaces, la culture juridique dominante continue de dresser un mur entre le public et le privé. Nous étions en 2000, ces 17 ans qui viennent de s'écouler pourraient un petit peu faire trembler cette formulation, mais elle garde encore, je crois, quelque chose d'actuel. Voici la formule très brève de Pierre Legendre, mais qui mériterait évidemment un peu plus de 20 minutes pour être explicitée. Un État est par essence l'expression d'un mythe, nous y voilà, mais son existence est administrative. Tout est dit. Alors, donc voilà, si vous voulez, en guise d'épigraphe de mon discours, ces deux citations. Je vais peut-être, pour introduire, faire quelques brèves remarques sur l'objet de ce que je vais vous raconter, sur le titre de mon propos, que je n'ai pas choisi, hein, c'est Alexis Arcade qui me l'a suggéré, je l'ai gardé, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir dire autour, ben, vous allez voir. Et puis ensuite, une troisième remarque sur l'organisation de mon propos. Alors sur l'objet, ce qui m'a été demandé, c'est un rapport introductif. Alors j'ai pris la chose au mot, donc je vais introduire, c'est-à-dire je vais me situer en amont des travaux de votre colloque. À partir de cette idée qui est très simple, c'est qu'au fond, toutes ces questions que nous agitons aujourd'hui, que vous allez agiter, ces questions reposent sur une espèce de socle sédimentaire, une vieille histoire, hein, le partage public-privé. C'est quelque chose qui naît avec la naissance de l'État, tout simplement, quelque part au haut Moyen-Âge. Et c'est à ce moment-là qu'il faut, je crois, se reporter pour comprendre un petit peu comment tout cela peut fonctionner. Donc je ne vais pas traiter votre sujet, je vais me situer bien en amont du sujet, c'est-à-dire je vais proposer le fond sur lequel, finalement, les questions que vous abordez aujourd'hui se découpent encore aujourd'hui. Sur le titre, alors évidemment, je ne vais pas vous sortir un discours sur la vertu, ça n'est évidemment pas du tout mon propos, encore que ça puisse avoir quelques vertus de parler de la vertu, et encore moins à partir de la présupposition que le public aurait le monopole de la vertu. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le privé puisse s'approprier la vertu. Les différentes affaires qui sortent périodiquement avec les Panama Papers ou les Paradise Papers nous disent qu'effectivement le privé n'a sûrement pas non plus le monopole de la vertu, de telle manière que la vertu semble bien être introuvable.
ce qui n'empêche qu'on en parle. Et c'est ça le mythe, précisément. C'est ça qui est intéressant. La vocation donc de mon propos, c'est de remonter aux sources, de voir un petit peu comment les choses se sont passées lorsque l'État a commencé à s'institutionnaliser, parce qu'au fond, l'opposition publique-privée, c'est le discours de légitimation de l'État naissant. Et c'est le discours de légitimation d'un État qui continue son institutionnalisation. L'État s'institutionnalise en permanence. C'est un processus qui est infiniment, disons, reproductible. Et dans ce travail de légitimation, eh bien, l'opposition publique-privée fait partie des ressources légitimantes. Il y en a d'autres, mais celle-là en est une qui est, je crois, tout à fait fondamentale. Troisième remarque, donc, sur l'orientation de mon propos. Je vais, comme tous les juristes, vous servir un discours en deux parties. Même si je ne crois pas trop à la vertu de ce découpage, on finit par penser spontanément en deux parties, à tort ou à raison. En tous les cas, je voudrais que, dans un premier temps, on revienne un peu brièvement sur ce fait tout simple que, dans le droit des relations du travail en général, je dis les relations du travail, qu'elles soient publiques ou privées, le partage public-privé constitue à la fois un mythe et une réalité. Ce sont les deux, et c'est précisément cet entrecroisement de ces deux phénomènes qui est, je crois, tout à fait significatif, qui est constitutif de l'imaginaire de l'État, d'ailleurs, tout entier. Si bien que on va s'interroger un petit peu sur l'imaginaire qui est, au fond, au principe même du partage public-privé, comment l'État se l'est accaparé, comment est-ce qu'il s'en sert, toujours dans le but de se légitimer, avant de voir quelles sont aujourd'hui les traductions juridiques de ce mythe. Ça, c'est une première partie. Donc, qui nous fait remonter un petit peu dans notre histoire. Évidemment, j'ai 20 minutes, je ne peux pas dire grand-chose, ce sont vraiment des grands raccourcis. Et puis, dans un deuxième temps, je crois que ce serait intéressant de savoir comment, sous l'effet d'un certain nombre de phénomènes, ceux que nous vivons, qui sont ceux de nos générations aujourd'hui, comment est-ce que ce partage public-privé est aujourd'hui, au fond, porté, vécu, parce que je crois qu'il est assez sensiblement malmené. On peut même se demander si l'État ne souhaite pas ardemment se libérer de cette grande opposition publique-privée pour des quantités de raisons sur lesquelles je reviendrai très brièvement. Voilà, en gros, pour le menu. Je décline ce programme dans toute la mesure du possible, donc en commençant par cette idée. Vous voyez un petit peu d'où venons-nous et où allons-nous. En gros, c'est aussi naïf que ça, mon propos. Alors, si l'on cherche d'où l'on vient, donc retenons cette idée qu'en droit des relations du travail, le partage public-privé, au fond, est tout à la fois un mythe et une réalité. Et je voudrais commencer par interroger un petit peu l'imaginaire qui se trouve quelque part derrière ce grand partage public-privé. Chercher cet imaginaire qui est derrière le partage public-privé, cela évidemment nous amène à nous interroger un petit peu sur la manière dont le droit fonctionne, dont la pensée juridique fonctionne. Bien évidemment, le droit de 2017 ne donne pas à voir par transparence sa propre généalogie. Il n'en reste pas moins que cette généalogie, elle existe, et que, dans une très large mesure, les couches sédimentaires les plus profondes du droit informent encore les couches supérieures, celles qui sont aujourd'hui visibles. Alors, si vous voulez, c'est un petit peu comme la mémoire d'un ordinateur, c'est-à-dire que le droit met en mémoire un certain nombre de mythes, un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'idées, et il suffit d'un clic pour les faire réapparaître. Alors, ce clic, c'est quoi? C'est peut-être des crises politiques. Il y a une espèce de grand moment d'affrontement et tout d'un coup, on discute, on se met à parler. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent intéressantes, parce que dans ces moments de débat intense, ça peut être aussi à l'occasion du vote d'une loi, qui va faire un petit peu, qui va tendre un petit peu les rapports sociaux et les rapports politiques. Et là, il y a tout un refoulé qui réapparaît, et on voit puiser dans le stock des vieilles histoires, des vieilles idées. Et là, cette légende, vice privé, vertu publique, eh bien, réapparaît plus ou moins, parce que c'est vraiment un invariant, en fait, de l'imaginaire étatique. Alors, bien évidemment, il y a loin entre s'interroger sur le partage public-privé en général, d'une part, et s'interroger sur
la partition du droit des relations du travail entre droit public et droit privé. Donc le partage public-privé est une chose, la partition de notre système juridique entre le droit privé et le droit public en est une autre. Il n'en reste pas moins qu'il existe entre ces deux couples d'opposition, évidemment, des relations tout à fait étroites, et cela tient, je vous l'ai dit, au fait que notre droit a une histoire que l'on peut dire une histoire sédimentaire. Alors, il y a deux façons de penser l'histoire, comme un phénomène linéaire en quelque sorte, c'est-à-dire des étapes qui se succèdent, et chaque étape, au fond, efface les étapes précédentes. On avance par étapes successives. Je crois que c'est une conception un peu naïve de l'histoire, même si on peut lui trouver là aussi certaines expressions, disons, intéressantes. Je préfère pour ma part une autre manière de penser l'histoire, qui est celle de Pierre Legendre, précisément, en droit en tous les cas, dans ce champ-là d'études. C'est l'histoire sédimentaire, ce qu'il appelle la généalogie, au fond, par opposition à l'histoire. Donc, c'est cette idée, précisément, des couches superposées. Mais ces couches superposées, elles sont toujours actives. Ce n'est pas parce que les vieilles couches sédimentaires ne sont plus visibles qu'elles ne sont pas actives. Elles fonctionnent d'une certaine manière, elles informent. C'est une mythologie qui est enfouie, mais qui réapparaît lorsque certaines occasions se présentent, lorsque circonstances s'y prêtent. Alors attention, là encore, il ne faut pas en tirer des conclusions trop hâtives. Ça ne veut pas dire que le changement n'est jamais possible. Bien évidemment, en droit, il y a du changement. Ce n'est pas parce qu'il est conditionné par sa propre histoire qu'il ne change pas, mais il ne change que dans une certaine mesure, parce qu'il est toujours travaillé par sa propre histoire. Les politistes qui travaillent dans l'analyse de l'action publique et des politiques publiques ont une expression pour parler de ça, en anglais, ils parlent du path dependency, la dépendance au sentier, pour montrer qu'au fond, l'action publique, évidemment qu'elle se transforme, évidemment qu'elle change, mais elle le fait dans des conditions qui sont données, qui sont liées en quelque sorte, si vous voulez, au passé de l'action publique. Ce modèle, en quelque sorte explicatif, est parfaitement transposable. Je crois qu'il est même particulièrement transposable en droit et en droit public notamment. Alors si on se met à l'écoute de ces couches sédimentaires qui viennent du Moyen-Âge, qui elles-mêmes d'ailleurs sont informées par le droit romain, qui ont été réécrites, réexaminées par l'Église, par le droit canon, tout ça ayant été relu par les légistes de l'Ancien Régime. Tout ça nous fait entendre un bruit de fond. Et c'est précisément ce bruit de fond qui nous parvient de temps en temps lorsque l'on discute du droit de la fonction publique, par exemple, lorsque l'on discute de la réforme du Code du travail, par exemple, lorsque, à ce propos, les relations se tendent, deviennent exemplaires de ce point de vue, cette histoire réapparaît d'une manière ou d'une autre. Et cela donne des messages comme ceci, par exemple, que j'emprunte évidemment à Pierre Legendre et à son langage inégalable. Alors, voici des formules qui, selon lui, éclairent en quelque sorte tout ça. Alors, c'est à partir d'un gros travail d'érudition qu'il livre ça. Ça donne ceci, par exemple. L'État et sa bureaucratie ne contiennent que des appelés, des nommés, des serviteurs ayant la vocation du service public. Bon, ça nous rappelle quand même quelque chose. Ce discours-là, il est éternel, en définitive. Alors, variation sur le même thème, un fonctionnaire n'a pas figure humaine. Il est un autre. Il est une espèce de saint, reflet de la sainte image du pouvoir invisible et cependant partout répandu. Je crois que cette problématique, si vous voulez, qui est au fond, c'est celle de la pureté. C'est celle que le pouvoir entend donner de lui-même. L'État entend donner de lui l'image, précisément, d'un corps pur. Pierre Legendre va beaucoup plus loin, d'ailleurs, dans son approche, en nous disant qu'au fond, le modèle de l'État, enfin, le modèle dans lequel l'État s'est construit, s'est creusé, c'est le modèle de l'ange. C'est-à-dire, alors un ange, ça a quantité de vertus, et il y en a une en particulier qui est fondamentale, c'est que ça n'a pas de sexe.
C'est ni masculin, ni féminin. L'État, c'est du sans-sexe, précisément. Donc, l'État, c'est du sans-sexe, c'est l'innocence, c'est la pureté des origines. Et l'intérêt général, c'est précisément cette innocence-là qu'on va opposer à l'égoïsme des intérêts privés qui se déchaînent dans le marché, par exemple, ou dans les relations sexuelles. Droit de la famille, droit du commerce et de l'industrie, tout ça, c'est de l'impur, par opposition précisément au droit public, qui est le droit de l'État, innocent et pur à proprement parler. Alors, cette problématique-là, que l'on retrouve aujourd'hui à travers celle de l'intérêt général, précisément, alors elle est toujours à l'œuvre. Alors évidemment, elle est à l'œuvre lointainement, n'est-ce pas? Ce sont les bruits de fond qui nous parviennent de temps en temps, mais lorsque l'on décrypte les débats parlementaires, lorsque l'on lit les grands rapports qui ont scandé, par exemple, l'histoire récente de la fonction publique, le rapport du Conseil d'État, par exemple, le livre blanc de la fonction publique, ces problématiques de la vertu sont toujours fondamentalement à l'œuvre, elles sont toujours actives, bien évidemment. Voilà pour le dire très vite, si vous voulez, pour ce... Alors, j'ai pas le temps, bien sûr, mais si on se mettait à écouter le discours des révolutionnaires, les discours de Mirabeau, les discours de Tourelle, les discours de Barrère, etc., à partir de 1789, alors là, c'est presque caricatural, parce qu'il n'y a même pas besoin d'interpréter, il suffit d'écouter. Pierre Legendre, il pratique l'écoute des analystes, des psychanalystes, il pratique l'écoute flottante, donc il se met à l'écoute des textes. Ce n'est pas ce qu'ils disent à proprement parler, c'est ce qui leur fait dire à partir d'un travail d'interprétation. Mais si vous écoutez Mirabeau, si vous écoutez Tourret et tous ces gens, vous verrez que ce discours de la pureté, c'est celui des révolutionnaires. C'est dans celui-là qu'ils se reconnaissent, c'est le discours qu'ils nous tiennent véritablement. Et leur souci, c'est justement de soustraire les agents publics à l'argent, au marché, à tout ce qui se vend précisément. Il s'agit, là encore ici, si vous voulez, d'arracher l'action publique à la vénalité, en réaction d'ailleurs, à la vénalité des charges administratives de l'Ancien Régime, etc. Tout cela trouve aujourd'hui évidemment des formes qui sont complètement dérivées, complètement atténuées. Je le dis en deux mots, mais la présence juridique de ce mythe, on peut en quelque sorte la retrouver dans toute une série de manifestations. Alors, vous voyez, je pense d'ailleurs à un livre qui est, je crois, toujours intéressant, même s'il date de 1989. C'est un livre qui, en son temps, a fait beaucoup parler de lui. C'est un livre de sociologie, le livre de François de Singly et de Claude Tellot, Gens du public et gens du privé. La grande différence, alors ça c'est un texte tout à fait extraordinaire, donc les sociologues retrouvent cette différenciation fondamentale en termes d'univers mentaux, par exemple. Alors ce qu'on trouve aujourd'hui dans une opposition qui est utilisée souvent d'ailleurs sur un mode un peu démagogique, mais dans le domaine des relations du travail, c'est un lieu où la démagogie se déchaîne de façon absolument spectaculaire, ce qui est aussi intéressant. C'est l'opposition que l'on fait volontiers entre les salariés exposés et les agents publics protégés. Donc cette thématique-là, cette opposition, ce couple-là, il fonctionne véritablement à plein régime. Puisque nous sommes dans une faculté de droit, c'est aussi un terrain pour examiner, je crois, ce mythe. Parce qu'il n'y a pas simplement dans une faculté de droit, du droit public et du droit privé à s'enseigner, il y a deux communautés d'enseignants. Et ces deux communautés appartiennent véritablement à deux univers mentaux. Rien ne ressemble moins à un publiciste qu'à un privatiste et inversement. Alors évidemment, c'est plus ou moins poussé selon les cas. Moi, j'appartiens à une faculté à Paris 2 où cette distinction, elle est presque fondamentale. Ce qui nous sépare, c'est un abîme, véritablement. Entre publicistes et privatistes, on ne parle pas le même langage. On ne s'habille pas de la même manière, on ne parle pas de la même manière, on ne lit pas les mêmes auteurs, on n'entend pas les mêmes choses, on ne regarde pas le monde avec les mêmes yeux. Donc, on est complètement différents. On est façonné par des systèmes de représentation qui sont étrangers les uns aux autres. C'est intéressant quand même de penser ça. Je crois même que c'est très intéressant. Et bien évidemment, les droits qu'on enseigne reposent sur des paradigmes qui sont fondamentalement différents. Rien n'est plus opposé que l'univers contractuel et l'univers statutaire. Donc ce sont vraiment des couples antithétiques, c'est les murs porteurs de la pensée juridique. Sans eux, tout s'écroule. Donc
tout ça, évidemment, ce sont des dérivés, hein, ce sont des variations sur un vieux mythe du public et du privé. Tout ça se retrouve. Moi, je crois toujours à la pertinence de ce qu'a découvert Pierre Legendre dans les années 70, dans deux ouvrages absolument magistraux, Jouir du pouvoir et l'amour du censeur, où précisément il revient sur cette distinction fondamentale entre le droit public d'un côté, qui est le droit de l'État, de l'innocence et de la pureté, celui de l'intérêt général, et le droit privé, qui est le droit des relations familiales et le droit des relations économiques et du marché, le sexe et le profit. Donc, ce qui est sale d'un côté et ce qui est pur, innocent de l'autre côté. Ben ça continue de nous travailler d'une manière ou d'une autre. C'est toujours à l'œuvre dans le matériau juridique d'une manière ou d'une autre. Alors, le problème, c'est que ce système de pensée, il a peut-être vécu. Donc, je crois qu'il a parfaitement fonctionné jusqu'à une période relativement récente, et il semble bien qu'il soit en train de s'écrouler sous l'effet probablement d'une vague idéologique qui est absolument... Je parle d'idéologie au sens propre du terme, il n'y a aucun jugement de valeur derrière, aucune connotation. C'est le néolibéralisme. On voit mal comment cette pensée néolibérale, c'est-à-dire, au fond, comme dit Alain Supiot, le marché total comme grand paradigme, on voit mal comment un système de pensée comme celui-là pourrait s'accommoder du partage public-privé. Il n'y a pas de public qui soit tolérable, sauf à ce que celui-ci puisse servir les intérêts du privé, précisément. Donc, c'est l'État qui se trouve appelé à une fonction particulière permettant l'organisation d'un marché digne de ce nom. Et probablement, puisque cet État lui-même se fait le porte-voix de ce néolibéralisme, il s'emploie par tous les moyens à se débarrasser précisément de ce système d'opposition qu'il a promu et qui a servi à sa propre institutionnalisation. Et je crois que c'est très exactement la période dans laquelle nous sommes en train de vivre. Et alors nous, enseignants de droit administratif et en particulier, nous sommes directement dans le cœur de cible, car ce sont toutes des catégories du public qui sont évidemment ici mises en difficulté, services publics, puissance publique, fonction publique, propriété publique, c'est toutes ces questions qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour, et vous voyez qu'au fond, le grand mouvement dominant va dans le sens du rétrécissement de ces catégories du public au profit du droit du commerce et de l'industrie. C'est le deuxième point, peut-être quelques, je ne sais pas, 2 ou 3 minutes, combien de temps il me reste? Je n'ai pas regardé. 5 minutes. 5 minutes? Bon, ça pourrait peut-être suffire. Donc, deuxième point de mon propos, si vous voulez, je crois qu'on peut se poser la question, qu'en est-il aujourd'hui, actuellement, de l'identité et du statut du partage public-privé, et notamment dans le droit des relations du travail? Alors, je crois qu'il y a 2 choses à dire. Il y aurait 2 choses à dire pour aller très vite. La première chose, mais ça a déjà été évoqué par les orateurs précédents, c'est qu'effectivement, dans l'état actuel de notre droit en particulier, l'opposition publique-privée en droit des relations du travail, cette opposition est totalement brouillée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais elle est totalement brouillée, c'est-à-dire qu'on a affaire ici à une espèce de patchwork. Le mot d'hybridité a été prononcé à très juste titre. Nous sommes en train de vivre précisément un processus d'hybridation du droit, du public par le privé et du privé par le public. Quelque chose d'autre naît par un phénomène d'interpénétration du public et du privé, avec malgré tout un mouvement dominant. Je crois que si l'on faisait un bilan, il est clair que le champ sur lequel les administrativistes, c'est un petit peu comme la banquise et les ours polaires. Nous sommes les ours polaires du droit aujourd'hui. Notre banquise se réduit. Donc le droit public est en train de fondre sous les effets, précisément, des avancées du droit du commerce et de l'industrie. À mon humble point de vue d'ailleurs, mais ça c'est un débat que j'ai dans la communauté, il n'y a plus de droit administratif. Donc on appelle droit administratif quelque chose qui n'existe plus. On fait croire que ça existe encore. C'est peut-être une tentative pathétique de légitimation de notre discipline, mais ça n'existe plus. Les paradigmes ont changé. Enfin, on est passé quand même d'un paradigme de la solidarité, le service public de Dupuy, au paradigme du marché. Je suis désolé, mais ce n'est pas la même chose. Alors chacun fait ses choix, mais on peut au moins se mettre d'accord sur le fait que non, ça n'est pas la même chose, on ne parle pas le même langage. Voilà. Alors, cette identité publique-privée, elle est complètement brouillée aujourd'hui.
Mais je crois que c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est peut-être... alors je ne sais pas si c'est mieux ou pire. Je crois que cette opposition public-privé, elle est aujourd'hui totalement dépassée. Ça, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est une constatation purement mécanique. Et je crois que l'État lui-même semble vouloir, plus que jamais précisément, se déprendre de cette opposition public-privé dans laquelle il est pris en quelque sorte, et quelque peu prisonnier. Je ne vais pas insister sur le phénomène d'hybridation. Il y a des mots qui ont été prononcés en ce sens, je ne voudrais pas les répéter, et on a très peu de temps. Je voudrais simplement évoquer les grands mouvements qui sont, je crois, au principe même de cette hybridation. Alors, je crois qu'il y en a principalement deux qui sont facilement identifiables. La première chose, c'est ce que Suppiot et Legendre appellent la reféodalisation du lien social, c'est-à-dire, en un mot, la prise en charge par le privé de fonctions qui jusqu'alors relevaient du secteur public. Donc, plus nous avançons, et plus... c'est le problème de l'externalisation, si vous voulez, ou de la délégation. Donc, d'anciennes fonctions sociales qui étaient considérées comme des fonctions publiques nécessaires sont de plus en plus systématiquement déléguées au secteur privé, et c'est cela même que ces auteurs appellent la reféodalisation de notre société. Et puis le deuxième facteur, mais tout ça est assez lié, le deuxième grand facteur, bien évidemment, je crois que c'est le droit de l'Union européenne, dont les conséquences sur l'objet que nous étudions aujourd'hui sont tout à fait importantes. Pourquoi le droit de l'Union européenne ? Tout simplement parce qu'il a ses propres caractérisations, ses propres focales d'analyse de la réalité, son système de représentation du monde. Et pour ce qui concerne l'emploi, la notion même d'emploi, eh bien, le droit de l'Union européenne fait une distinction entre deux types d'emplois. Il y a les emplois qui sont révélateurs de la puissance publique dans ce qu'elle a de plus régalien, et ça mérite du droit public, mais tout le reste ne le mérite pas, ne le mérite plus. Alors, ça ne veut pas dire que ça fonctionne comme ça partout, n'est-ce pas ? Mais dans la situation que nous connaissons, nous, dans la traduction progressive par le droit législatif et le droit jurisprudentiel du droit de l'Union européenne, eh bien, il y a ce phénomène d'interrogation sur, voyons, est-ce que telle ou telle fonction mérite ou non de rester comme une fonction publique ? Est-ce qu'il ne faut pas privatiser ? Alors, voyez comme les choses sont allées vite dans certains pays voisins. L'Italie a contractualisé toute sa fonction publique, de manière absolument, mais alors, d'un coup de plume, purement et simplement. C'est une question qui est toujours à l'ordre du jour, aujourd'hui. Donc, on voit bien ici comment le phénomène du rasoir, en quelque sorte, fonctionne, n'est-ce pas ? Donc, on découpe entre tout ce qui est réputé être encore du domaine de l'État au sens le plus pur du terme, et tout le reste qui a vocation à n'être plus droit public. Alors, c'est une vieille histoire. Je me souviens d'ailleurs qu'à l'époque où ce rapport avait été publié, il avait fait descendre pas mal de milliers de fonctionnaires dans la rue, en 1979-80, c'est le fameux rapport Longuet, qui proposait, nous étions en 1979, mais disons que Longuet était un petit peu en avance d'une longueur sur le néolibéralisme qui a commencé à déferler chez nous quelques années après. Il proposait tout simplement de réduire la fonction publique à 300 000 400 000 fonctionnaires, tout le reste ayant vocation à être contractualisé avec des agences, avec des contrats de droit privé. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive tout d'un coup. C'est vraiment un processus lent qui utilise opportunément les occasions qui se présentent et qui permettent précisément de faire avancer certains types de réformes. Cet imaginaire est-il dépassé ? Deuxième point, je vais vous donner une petite citation encore de Pierre Legendre. Je suis désolé, chacun ses marottes. Moi, j'ai la marotte Legendre. Je milite, en fait, non pas parce que j'ai un pourcentage sur ses livres, mais parce que, très sincèrement, je trouve que sur ces questions-là, il est le seul à dire des choses qui soient vraiment stimulantes. Alors, le problème de Legendre, c'est qu'il est un peu difficile. Il est un peu difficile à lire, mais vraiment, une fois qu'on s'y colle, on ne peut plus le quitter, quoi. Alors, voici ce qu'il dit, notre homme. Les notions de public et de privé proviennent de l'histoire du droit romain.
relancée par le tour de passe-passe médiéval. Mais quel en est le destin? Qu'est-il advenu de la division publique-privée? J'en viens à penser, sauf le respect rituellement dû à nos codes législatifs, qu'elle devient complètement obsolète. Voilà l'idée, en quelque sorte. Alors, je n'ai pas fait du tout de droit en vous parlant, je vais quand même en faire un peu en finissant. Ce qui est en jeu derrière tout ça, je crois que c'est une nouvelle manière de penser l'intérêt général. Une nouvelle manière de penser le rapport d'opposition entre intérêt général et intérêt privé. Mais si on regarde d'un peu près la jurisprudence du Conseil d'État, pour ne pas le nommer, c'est déjà fait, c'est déjà joué dans la jurisprudence du Conseil d'État. Il y a deux jurisprudences qu'on n'étudie pas nécessairement sous cet angle que je vais évoquer, mais qui sont, je crois, extraordinairement éloquentes. Il y a la jurisprudence Ville-Nouvelle-Est. 1971, ça date déjà d'un moment, mais l'un des commentateurs de cette décision, l'une de ses commentatrices plus exactement, parce que c'était un article de Jeanne Le Mazurier, avait vu très juste en disant « Cette jurisprudence est la jurisprudence du XXIe siècle ». Et je crois qu'elle avait parfaitement raison. Pourquoi? Mais parce que dans cette définition de l'intérêt général qui se joue, il y a quelque chose de fondamental qui est à l'œuvre. C'est que l'intérêt privé est déjà là pensé comme une dimension constitutive de l'intérêt général. C'est un l'intérêt général dépend de l'atteinte que l'on porte à l'intérêt privé. On a déjà l'intérêt général comme élément constitutif, l'intérêt privé comme élément constitutif de l'intérêt général. Mais là, nous étions en mai 1971. En juillet 1971, il y a une décision qui est autrement célèbre. La jurisprudence Ville de Sochaux. Elle mériterait de longs commentaires. En fait, la jurisprudence dite du bilan l'a éclipsée, parce qu'il y a une méthodologie extrêmement intéressante. Mais qu'est-ce qui est dit dans cette jurisprudence Ville de Sochaux? Vous vous souvenez probablement tous de cette formule, ce qui est bon pour la General Motors, c'est bon pour les États-Unis. Eh bien, c'est ce que dit le Conseil d'État, mais ce n'est pas la General Motors, c'est Peugeot. Donc, dans cette jurisprudence, il confirme l'utilité publique d'une expropriation d'intérêt privé, tout simplement. Donc, cet intérêt privé, dit-il, est suffisamment qualifié pour être à lui tout seul, tout simplement, l'expression même de l'intérêt général. Rideau, tout a changé. On a changé de monde. Alors, qu'on m'entende bien. À titre personnel, vous pouvez probablement vous imaginer que je ne suis pas farouchement partisan de cette jurisprudence, mais ce n'est pas du tout le problème. Il y a un constat qui peut se faire là, c'est que quelques années avant, peut-être même quelques mois avant, on aurait dit ça à un professeur de droit public, que cette jurisprudence allait sortir, mais il allait vous regarder en vous demandant si vous n'y étiez pas fou. Quelque chose s'est joué là de tout à fait fondamental, mais un changement de paradigme. Ça s'est joué à l'occasion d'une affaire. Le Conseil d'État a posé là les règles, non pas seulement d'une jurisprudence nouvelle, mais d'une nouvelle représentation du monde dont vous voyez bien qu'elle est en adéquation parfaite avec le monde d'aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Mais là, la jurisprudence du Conseil d'État a anticipé les évolutions à venir. Jurisprudence du XXIe siècle, dès 1971. Je ne vais pas conclure pour ne pas embarquer sur votre temps, et je vous remercie.